En tout cas, moi, je le fais. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, maintenant, on peut applaudir Monsieur Babinet et Kwame Yaman. Je vous laisse là. Bah, écoute, on te remercie. En plus, tu fais partie des rares personnes qui réussissent à prononcer mon nom sans erreur. Donc, écoute, je suis agréablement surpris. Alors, Gilles, on est là pour quoi? Parler de la révolution numérique, je crois. Voilà, bon, alors c'est le matin, vous avez déjà été un peu réveillés, mais bon, l'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'ensemble, on peut avancer. Je vais te laisser, Gilles, un peu nous introduire tout ça. Ouh là 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 là. Ah ben voilà, la révolution numérique. Quelques images ont sauté. En 2 mots, ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'on pense que, vous savez tous, nous d'ailleurs, on rentre dans une nouvelle ère. On a passé 20 ans à bricoler avec le web, tout ça c'est fini. Et maintenant, on rentre dans une révolution qui est la révolution de la donnée. C'est le début de la révolution de la donnée, on trouve ça absolument incroyable, vous le savez tous, c'est le NoSQL, les environnements pas structurés. Il y a quelque chose qui est en train de faire exploser ça, c'est le fait que le nombre d'adresses IP, les points de données, les émetteurs de données sont en train de se démultiplier de façon extrêmement forte. On prévoit que d'ici 2025, il y ait 100 milliards d'adresses IP. Je pense qu'il y en a quelques milliards aujourd'hui. Et ça va être autant d'opportunités pour créer des nouvelles idées, des choses extrêmement différentes de ce que l'on a aujourd'hui. Et je crois que ce qui nous a importé avec quoi on a travaillé sur cette présentation, c'est de dire, en fait, on est tous des bricoleurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être des scientifiques hyper calés en sciences quantiques, mais c'est d'associer des notions et de faire en sorte que ces notions, ensemble, créent des idées extrêmement rupturistes. L'idée, en gros, c'est d'arriver à faire des nouveaux systèmes de santé avec, d'un côté, des capteurs, de l'autre côté, de l'épidémiologie, la connaissance médicale, et tout ça ensemble fait qu'on change complètement des paradigmes dans tous les domaines, et c'est de ça dont on voudrait avant tout vous parler, à commencer par l'éducation. Donc bon, alors vous savez, dans l'éducation, il y a quand même des révolutions qui sont en train d'arriver. Hein. Il y a quand même un grave problème. Hein. C'est qu'aujourd'hui, un jeune qui va passer le bac cette année, quand vous allez regarder dans la presse, la grande problématique, ça va être de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour tricher avec leur smartphone. Bon, si on regarde bien la situation quand même aujourd'hui, quand on a 15 ans, quand on avait 15 ans il y a 3 ans, on avait un smartphone, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on vit avec son smartphone. On va arriver au bac. Le jour du bac, on va vous dire, vous prenez votre smartphone, vous le mettez dans le sac et vous allez nous parler des rois de France. Alors, je ne sais pas s'il y en a un parmi vous qui sait parler des rois de France sans Wikipédia, mais globalement, on ne sait pas faire, quoi. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la révolution des data va avec autre chose. C'est que tout simplement, effectivement, la connaissance en soi n'est plus une matière qui est rare. Et tant mieux pour tout le monde. Elle est distribuée partout. Et avec ça, va forcément emmener la révolution de l'éducation, puisque par définition, on va se poser la question de savoir, est-ce que oui ou non, notre métier en tant qu'éducateur, ça va être de transmettre de la connaissance, alors que on peut y avoir accès à peu près n'importe où, à n'importe quel moment. Alors... Un bon exemple de ça, il faut faire un petit effort d'imagination. Ouais, il y a une image là derrière, en fait. C'est les Fab Labs. Les Fab Labs, c'est le local. C'est bénéficier de l'innovation mondiale, globale, de tout le monde, et concrètement faire des réalisations locales qui sont extrêmement puissantes. C'est le fait d'associer de la connaissance qui vient de partout sur Terre et de faire en sorte que vous pouvez demain faire des biotechnologies dans les Fab Labs, des drones qui normalement coûtent des fortunes pour des prix marginaux. Tout ça, ça symbolise, ça représente particulièrement bien cette notion de révolution numérique. Donc, du coup, on a un petit changement dans la valeur ajoutée, qui est plus du tout la valeur ajoutée industrielle, classique, c'est-à-dire la valeur, avant, elle était dans le produit, et maintenant, la valeur, elle est dans le service que vous apportez à votre client final. C'est une notion qui va être importante et qu'on va développer plus tard sur le positionnement du développeur. C'est où est-ce que vous devez vous positionner pour participer au mieux à cette révolution. Il y a une époque, on vendait des matelas. Maintenant, on vend plus de matelas. On est vendeur de sommeil. C'est ce qu'on peut trouver avec les dernières technos qui rentrent dans les matelas, où on vous dit, je vais vous expliquer comment est-ce que vous dormez bien ou pas, avec des outils connectés à l'intérieur. Et tout ça, ça fait que le vendeur de matelas ne vend plus le produit, mais il vend désormais le sommeil, il vend le service. Un autre exemple qu'on trouve extraordinaire, c'est LPSA. LPSA, c'est Safaricom, un opérateur kényan, qui décide d'introduire du mobile banking. Donc il développe des petites apps qui vont sur le smartphone, mais aussi ça fonctionne par SMS. Et l'idée, c'est d'avoir tout
tout un tas de technologies qui permettent de monitorer les comptes et de faire en sorte que, à la fois, on assure la sécurité, on assure la mesure du risque et, de façon générale, on offre des services finaux. Résultat, sur un pays de 40 millions de personnes, le Kenya, il y a la moitié de la population qui possède un compte bancaire avec des bénéfices extraordinaires. Vous pouvez prêter cet argent qui ne dort plus sur votre matelas, vous matérialisez cet argent pour la Banque centrale. La Banque centrale peut faire des emprunts moins chers sur les marchés internationaux. Et au-delà de ça, vous avez un développement de l'économie grâce à ce type de système qui est absolument extraordinaire. Mais ça, au départ, c'est une idée de quelques développeurs qui ont fait en sorte que l'expérience utilisateur soit plus simple que tout ce que vous trouvez dans les banques. Et ils ont révolutionné la banque, parce que maintenant, tous les pays en développement veulent introduire des systèmes de mobile banking. Donc l'artisan, c'est quelque chose d'une notion qui est très importante, hein, puisque vous savez que la première révolution consistait à sortir de l'artisanat et de l'agriculture pour entrer dans l'ère industrielle. Eh bien, on est en train de revenir sur l'artisanat, puisque le développeur, nous sommes des artisans. Donc avec nos petits doigts musclés, on fabrique des petites étagères bien propres. Bon, de temps en temps, il manque un pied, mais en général, ça peut fonctionner. Et ça, c'est une nouvelle valeur qui est en train d'arriver, c'est que dans l'ère industrielle, la notion même était la capacité de remplacement. C'est-à-dire que vous aviez une chaîne de production, et dans cette chaîne de production, vous aviez des pions qui étaient mis au milieu de cette chaîne et qui étaient tous interchangeables. Vous savez très bien que quand vous sortez d'école d'ingénieur, vous avez avec vous ce qu'on appelle un référentiel de compétences qui permet de dire à l'industriel, lui, je peux le remplacer par un autre. L'artisan, c'est son savoir-faire, c'est sa capacité à créer, c'est les heures de travail qu'il a passées derrière sa machine, derrière sa petite commode, qui vont lui permettre d'avancer. Et ça, c'est des nouveaux positionnements qui sont en train d'arriver par rapport à l'ère industrielle telle qu'on la connaissait. Donc, c'est un monde à reconstruire. On se retrouve dans une situation qui est assez connue, où on va avoir les mêmes dégâts suite au passage de la révolution industrielle à numérique que celle qui a pu se passer en 1840, au moment où on est passé de la révolution agricole à la révolution industrielle. Ça veut dire quoi comme dégâts? C'est que moi, je le dis tel quel, alors j'avoue, c'est peut-être un peu cynique si on le dit, mais qu'est-ce qui va se passer exactement pour les usines PSA d'Aulnay-sous-Bois le jour où on pourra imprimer sa voiture? J'en ai aucune idée, mais il y a bien quelque chose qui va se passer. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un premier Tornado, un avion de chasse anglais, qui a volé avec des pièces qui étaient imprimées. Si on réussit à commencer à faire voler des avions, vous doutez bien que des voitures, ça ne va pas tarder à arriver. Et donc ça, c'est un monde qui est complètement à reconstruire. C'est des nouvelles choses qui vont arriver. Et ça va être encore une fois le développeur qui va être l'essence et la matière première de la recréation de ce monde. Et donc développer quelque part, ce n'est pas seulement apprendre à programmer et en devenir un professionnel, c'est aussi une capacité à réfléchir et à penser différente pour être en mesure de vivre dans le monde de demain. Le champ d'application, ce n'est pas uniquement la haute technologie. Le champ d'application, c'est la vie de tous les jours, c'est ce qu'on fait tout le temps, partout. Et ce qui est beau, c'est ce qu'on disait avec Wam, c'est qu'en France, on a plein de domaines où ce champ d'application pourrait s'appliquer particulièrement bien. Le tourisme, le luxe, la mode, n'en sont que quelques-uns. Et ce sont des champs qui vont massivement se digitaliser avec des technologies extrêmement rupturistes qui vont apparaître dans chacun de ces domaines. Et je dirais que c'est le bac à sable créatif dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer dans les années qui viennent. Alors, qui vont être les développeurs de demain? Ce que vous allez faire dans ce monde, et globalement, quel est votre positionnement et quel positionnement vous devez prendre? Comme l'a dit Gilles, aujourd'hui, on est dans une situation où chacun de tous les métiers vont être transformés. Alors, on a un petit problème en France, c'est que l'État, il a du mal à enchaîner derrière. Hein. Bon, il n'y a pas que la France. Hein. Vous voyez, la première montre connectée qui est sortie, elle vient de Corée. Moi, je ne sais pas très bien comment ça marche en Suisse, mais si je suis Premier ministre de la Suisse ou Président de la Suisse, je deviens foudrage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La montre, c'est suisse, quoi. C'est pas coréen, quoi. Je veux dire, ouais. Bon, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Apple qui vient de recruter désormais ancien directeur d'Yves Saint Laurent. À mon avis, c'est pas pour tricoter, quoi. Hein. Donc, assez rapidement, à mon avis, et comme vient de le montrer Gilles, on va se retrouver dans une situation où les premiers fringues connectés qui vont sortir vont être américains. Moi, je suis encore une fois le président de la France. Enfin, bon, en l'occurrence, ça ne devrait pas être possible. Je deviens foudrage. On a des filières entières autour du textile. Si on n'attaque pas sérieusement le textile connecté, je ne comprends pas. Qui c'est qui a des fringues connectées dans cette salle? Qui c'est qui est français?
Qui c'est qui est early adopter? On est à peu près tous. Comment ça se fait qu'on n'en est pas? C'est pas possible. Si les premières personnes à les avoir, c'est les gens dans cette salle. Donc c'est qu'il y a un véritable problème. Donc, c'est quoi en fait le développeur? Quelle va être sa position? Alors, le développeur, c'est une question qui est hyper compliquée, mais globalement, vous prenez toutes les caractéristiques de l'industrie, vous les retournez, et globalement, c'est plus du tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on va vous demander, c'est d'être des gens parfaitement agiles, avec une capacité à rebondir, des gens qui vont être capables de travailler en groupe. Alors vous savez que par exemple au lycée, travailler à deux, ça s'appelle tricher, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous imaginez... Je ne sais pas si vous vous imaginez quand même en train de vous dire tiens, et si je codais tout seul dans mon coin sans que personne ne soit au courant, ce que ça pourrait donner. Et pourtant, c'est la culture qui vous est donnée pendant les 15 premières années de votre vie. Donc la notation individuelle, la notion de hiérarchie, qui est qui, je suis ton maître, tu es mon élève, donc je peux te noter, etc. Enfin des trucs... très très loin de nos modes de fonctionnement, quand on voit comment est-ce que nous on travaille par exemple sur l'open source, en se disant bah ouais non, nous tout le monde c'est flat, tout le monde est en train de travailler comme il veut sur tout ce qu'on veut. Il y a d'autres notions qui sont hyper importantes, la précision du calcul, comme je le dis souvent, quand on est développeur, le problème c'est qu'on peut pas se permettre de faire beaucoup d'erreurs. Vous savez, en 96, quand Ariane 5 a décollé, elle s'est mise à l'horizontale, elle a explosé. Bon, si vous regardez le rapport de bug, globalement, il est un peu plus ridicule que celui de Earthbleed, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans une situation où Ariane 4 accéléré jusqu'à des valeurs de 200, donc ça a été codé sur 8 bits, Ariane 5 accélère sur des valeurs de 300, 8 bits ça loge plus, la fusée elle explose, bim. Alors ça, effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que demain, quand on va commencer à coder les premiers robots qui vont aller à l'intérieur des gens pour essayer d'ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur, si ça commence par segfaulter, on est mal barré, quoi. Donc, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc, la précision, on sait très bien qu'aucune erreur n'est possible quand on est en train de coder. Eh bien ça, c'est quelque chose que nous développons également en tant que développeurs. C'est une capacité de précision, une disciplinarité absolument incroyable. Et vous savez très bien que quand on code, on ne peut pas s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous arrêter en plein milieu d'un pattern matching, mais si jamais il y a quelqu'un qui vous coupe, vous êtes bon pour l'effacer et tout recommencer depuis le début, quoi. Donc c'est ça la précision qui va être demandée aux développeurs. Encore une fois, c'est des valeurs qui ne sont pas mises en avant. Aujourd'hui, quand vous passez le bac, quand vous avez 18 sur 20, vous êtes quand même, vous avez droit à une tape sur les fesses, un billet de la grand-mère, la grosse totale, quoi. On est d'accord? 18 sur 20, ça veut dire que vous avez rendu le devoir à 90%. Je sais pas, vous achetez une bagnole, il manque une roue, quoi, tu vois, genre, tout est logique, tout va bien, quoi. Donc évidemment, la capacité à travailler de manière extrêmement précise, la capacité à être extrêmement agile, la capacité à travailler en groupe, bien sûr l'autonomie des personnes. Donc tout ça, ce sont les valeurs qui vous sont demandées. Et ces valeurs-là, il y a quelque chose qui est derrière, qui est moins connu et qui est vraiment le cœur de pourquoi le développeur est le développeur. Alors c'est des notions que vous pouvez retrouver qui ont été beaucoup développées, en particulier par le Carnegie Mellon actuellement, qu'on appelle le computational thinking. Alors le computational thinking, en anglais dans le texte, c'est quoi? C'est la capacité qu'a une personne à globalement connaître les limites de la machine. L'idée étant de dire, comment est-ce que je fais en disant qu'une machine, vous êtes tous d'accord, c'est précis, c'est rapide, mais alors qu'est-ce que c'est con? Et alors l'humain, qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est pas précis, mais qu'est-ce que c'est intelligent? Enfin pour la plupart. Et l'idée, c'est comment est-ce que vous allez mixer ces deux notions ensemble pour créer quelque chose qui est plus grand que les deux en même temps. C'est ça la capacité du développeur. C'est que quand vous apprenez à coder, alors moi ce que j'appelle coder, c'est savoir faire 3 boucles et 4 conneries, okay, puis le développeur, c'est quand même le professionnel du développement. Le codeur, quand vous avez appris à coder, est une personne qui comprend quelles sont les limites de la machine et qui sont capables de l'exploiter. Et tout ce qu'on a montré jusqu'à maintenant, toutes les différentes révolutions qui ont pu arriver, ce sont des choses qui sont arrivées parce qu'il y a des gens qui ont été capables de comprendre les limites de la machine et aller plus loin. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, je débarque à SF, il y avait des anciens. Bon, alors j'ai vu dans la salle, il y a encore quelques anciens. Bon, quand tu as été directeur général d'Epitech et de 42, tu as en général quelques anciens, quoi, tu vois.
Donc, j'arrive à SF, et là, il y a un mec qui me raconte, ouais, moi j'ai lancé ma boîte, et quand j'ai lancé ma boîte, j'ai fait une spin-off d'une autre boîte, j'étais sur un petit produit, alors la durée légale de spin-off aux US, c'est 6 mois, et quand je fais cette spin-off, je me demande, ouais, comment est-ce que je vais vendre mon soft? Et je dis, je vais passer par Facebook. Bon, l'autre, il passe par Facebook, comment il fait ça? Ben, il télécharge des API Facebook, évidemment, il la démonte, il trouve un trou dans la raquette, il rentre dedans, 9 mois plus tard, 60 millions d'utilisateurs, la boîte revendue 60 millions de dollars. Ça, c'est le développeur, c'est le codeur. Vous pouvez faire Harvard Business School, vous pouvez faire Wharton, vous pouvez faire HEC, il n'y aura jamais personne ne vous expliquera comment on fait ça. Pour nous, c'est quelque chose de naturel, parce que nous connaissons la machine, et nous allons nous en servir pour faire quelque chose qui est plus grand que ce qu'on était capable de faire. C'est ça qu'on appelle le computational thinking, et c'est ça votre valeur ajoutée dans le monde du numérique de demain. Et le monde du numérique va être un monde dans lequel il y a des machines, et donc forcément, globalement à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez la matrice. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver après, alors, Gilles? Alors, la question, c'est de savoir comment on transcrit tout ça dans le monde réel et comment est-ce que vous allez prendre le pouvoir. Et c'est une vraie question, puisque la question de prendre le pouvoir, c'est la question du futur et de notre capacité à rentrer collectivement dans cette révolution industrielle qui n'est plus industrielle, qui est une révolution numérique en tant que telle. Alors, on voit tout un tas de tendances extrêmement fortes apparaître. La première d'entre elles, c'est que les métiers taylorisés, les métiers qui correspondaient au système scolaire que Quam a brillamment décrit, vont disparaître. C'est-à-dire que le fait d'avoir un échelon de technicien supérieur, le grade de 12B, vous permettre de rentrer exactement à tel endroit dans la machine et d'en ressortir dans un état quelconque 40 ans plus tard, nous pensons que cette notion est terminée. Et la notion l'équipe finalement qui est les meilleurs codeurs entre guillemets, qui sont les gens qui vraiment connaissent précisément comment fonctionne Facebook. Donc ça, c'est juste un petit exemple de cette révolution. Il y en a beaucoup d'autres. Le point qu'on voulait évoquer avec Quam, c'était de vous dire, on rentre dans un monde nouveau dont vous êtes les plus emblématiques représentants et c'est à vous de faire cette révolution. Vous êtes une bande de révolutionnaires. C'est ce qu'on voulait vous dire avant toute chose. Et on compte sur vous pour passer à l'action parce que sinon, le monde tel qu'il est ne sera pas meilleur et on peut le rendre vraiment meilleur. Alors votre position, votre prochaine position, ce sera plus de travailler... Ça ne marche plus. Il n'y a pas de micro ici. Ça marche mieux? C'est revenu. Parle fort. Ah voilà. De manière globale, il n'y a plus de pile. Ah ouais, ça marche plus. Le mien marche encore. Hein. Et comme on dit en informatique, pas d'électricité, quoi. Enfin, bon. Non, c'est bon. Et donc, vous avez... Nous, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous voulez... C'est vous qui allez être les acteurs de cette révolution. Enfin, c'est nous qui allons être les acteurs de cette révolution. Et si
on veut la mettre en avant, va falloir quitter un certain nombre de postes dans lesquels on était jusqu'à maintenant. Donc vous n'êtes plus au service d'eux. Vous n'êtes plus au fin fond de la production du machin. Vous n'êtes plus aux services généraux rattachés du énième service machin. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Si on veut que vous avanciez, il va falloir que vous changiez de position et que désormais vous êtes le métier et vous allez travailler, on va travailler ensemble à fabriquer des nouveaux services et des nouveaux produits. Voilà ce qu'on voulait vous passer comme message. Le plus important, réussir à avoir le computational thinking, ça s'apprend en codant, et coder c'est du travail. Apprendre à coder c'est du travail. 2, soyez les acteurs de cette révolution, bougez, avancez, fabriquez vos propres métiers, il y aura toujours du monde pour vous soutenir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.